Il se cache derrière de simples roseaux. Au loin, il pointe le bout de son nez. Lui, c'est le domaine de Vassal, le plus grand conservatoire de cépages au monde. Depuis 1949, sous la responsabilité de l'INRA, il est installé sur un cordon littoral sableux, entre Étang-de-Thau et mer Méditerranée, à la limite des communes de Sète et Marseille-en-Plage, dans l'Hérault. Mais ses origines sont beaucoup plus lointaines et remontent à 1876, année où l'école agronomique de Montpellier commença à collectionner des variétés de vignes afin de trouver une solution durable à la catastrophe qui décimait alors le vignoble français, le phylloxéra, puceron ravageur qui s'attaque aux feuilles et aux racines de la vigne au point de partout la tuer. Partout, sauf dans le sable. Car contrairement aux autres sols, le sable ne permet pas au phylloxéra de se répandre et autorise la culture de la vigne franche de pied, c'est-à-dire sur ses propres racines, ce qui n'est plus le cas dans l'écrasante majorité du vignoble, où l'on utilise désormais des porte-greffes américains résistants aux ravageurs. C'est donc avec cette garantie sanitaire que Vassal héberge sur 27 hectares cette collection représentant à ce jour 7057 plants de vigne provenant de 47 pays, collection qui s'enrichit chaque année d'une soixantaine de nouvelles entités. Mais aujourd'hui, le domaine est en émoi. Les instances dirigeantes de l'INRA ont tranché. Vassal va déménager, aux grandes dames de ses salariés très inquiets quant au transfert de ces précieux cépages. Un des facteurs de ce déménagement est le différend foncier qui oppose l'Institut aux propriétaires des terres, le groupe Vranken-Pommery. L'INRA se retrouve sans bail et donc expulsable. Catégorique quant au déménagement, son président régional se veut rassurant. C'est-à-dire notre objectif, c'est de relocaliser intégralement l'ensemble de la collection et de la diversité génétique qu'elle représente sur le dispositif actuel de l'INRA de pêche rouge. Le canal du Midi est aux portes du domaine. Mais il ne facilite pas aujourd'hui les échanges entre les dirigeants de l'INRA et de nombreux vignerons qui s'inquiètent également de ce déménagement. Ils se sont d'ailleurs mobilisés à travers une pétition qui a recueilli près de 5000 signatures. Facebook n'est pas en reste. Jean-Michel Deiss, vigneron alsacien, en est l'un de ses fers de lance. Il ne semble pas très inspiré par les propos de Laurent Bruckler. Ça m'inspire un malaise assez définitif, parce que je trouve déprimant ce mépris pour l'expression vigneronne qui s'est pourtant manifestée. Et au-delà de l'expression vigneronne, l'expression sociétale, la biodiversité, fût-elle viticole, est une priorité. Or, il est parfaitement évident que monsieur Bruckler ne dispose pas aujourd'hui des moyens de réaliser son projet. L'INRA est un organisme responsable, c'est-à-dire que s'il s'engage sur cette voie de relocalisation, ça veut dire qu'il a l'intention et qu'il prendra les dispositions pour trouver le budget annuel de façon à mener à terme l'opération. Ça n'aurait évidemment aucun sens et ça serait totalement irresponsable de commencer pendant 1, 2 ou 3 ans et de dire qu'ensuite on arrête. Donc si on engage cette opération, ça veut dire que ça devient une priorité et ça veut dire qu'on répartit ce budget global sur des budgets annuels. Autre élément mis en avant par l'INRA, le réchauffement climatique et une possible montée des eaux qui mettrait le conservatoire en péril. Pourtant, le futur site de pêche rouge, à Gruissant, se trouve lui aussi à proximité de la Méditerranée. Au-delà de la partie culturelle, Vassal recueille également des travaux de scientifiques, des thèses, des articles de presse, ainsi qu'une bibliothèque à disposition d'un public en quête d'information. Visite avec Blaise Génat, son directeur. Les cépages méditerranéens ou languedociens, voilà, le terret noir. Près de 150 critères qui vont de la taille de la feuille, de la baie, la forme, jusqu'au caractère plus technique ou technologique, et qui se termine par un herbier, en sachant que nous avons fait sécher les feuilles de la totalité de nos variétés, associées à des photographies qui représentent l'originalité de chaque variété. Des variétés locales, mais aussi beaucoup plus lointaines et rares qu'il est essentiel de préserver, comme le souligne Nicolas Joly, vigneron et membre fondateur de l'association Renaissance des appellations. Ce capital millénaire ne disparaisse pas ou ne soit pas bidouillé par des industriels qui prennent des costumes d'artisans pour expliquer qu'au nom du progrès, on va en faire un nouveau produit finalement commercial et qui aura perdu son âme. On doit garder authentiques ces vieux cépages
c'est la force de la France et c'est un marché potentiel gigantesque s'ils ne sont pas faussés par l'engineering. Alors que les plaquettes de l'INRA vantent les mérites des sables du site héroltais, permettant une culture des vignes sans porte-greffe américain, l'Institut s'apprête à changer radicalement d'orientation, ce que confirme Laurent Bruckler. À terme, on prévoit le greffage, puisque de toute façon, on mettra cette collection, si on arrive à conduire l'opération à son terme, sur des terrains qui ne sont pas des terrains sableux. Donc pour justement, à ce moment-là, garantir la qualité, le maintien et la culture de la collection, à ce moment-là, on travaillera sur des associations greffons, porte-greffes. Ce qui d'ailleurs, sur le plan génétique, n'a aucun impact. C'est-à-dire que la diversité génétique est complètement maintenue, que vous soyez franc de pied ou que vous soyez sur un porte-greffe. Donc sur notre objectif prioritaire, qui est le maintien de la diversité génétique, ça n'a aucune conséquence négative. Oui, c'est un avis de scientifique qui a assez facilement tendance à dire que les gens qui ne partagent pas son point de vue sont obscurantistes. Je récuse le terme. Quand on connaît la pauvreté génétique des porte-greffes, on ne peut que s'inquiéter de l'espèce de bâillon qu'on est en train de mettre sur tous ces vieux cépages oubliés. Première chose, c'est qu'il faut réexpliquer la vie à beaucoup de nos ingénieurs et de nos responsables, surtout quand on monte la pyramide qu'est l'INRA. Pour eux, la vie est une mécanique. La vie n'est pas une mécanique et on ne peut pas déplacer quelque chose sans comprendre ce qu'est un microclimat, une microgéologie et la vie d'une espèce. Donc je dirais là, personnellement mon opinion, la solution ne peut venir que d'intérêts privés plutôt que d'intérêts publics, puisque les intérêts publics aujourd'hui sont trop au service de l'économie et pas assez au service de la vie. Notre message, c'est un message d'aide, c'est un message. Voilà, on demande juste qu'on nous écoute et qu'on ne décide pas pour nous. On veut décider avec, on veut être acteur, on veut être co-auteur. On veut être responsable également. Moi, j'assume ma part, que chacun assume la sienne. Donc nous sommes dans la phase de fondation, de formation de la fondation dédiée à la biodiversité viticole. J'espère qu'on rassemblera assez d'énergie et de fonds pour être des partenaires. Voilà, ce serait un bel exemple de partenariat de la société civile et de ses représentants, quoi, spécialistes. Voilà, c'est des gens qui parlent en notre nom et qui font avec notre argent. Des choses que par ailleurs nous réprouvons. Donc derrière, si on n'est pas entendu, peut-être que finalement ça se terminera comme les OGM, la désobéissance civile. Donc, je ne vois pas d'autre issue, quoi. Il faut quand même qu'on réfléchisse quand les voix s'élèvent et qu'il n'y a que dédain, c'est que le pacte social est rompu. Nous ne l'avons pas rompu, c'est la technostructure qui est en train de le faire. Donc je dis gare. L'appel est lancé. Espérons que son écho résonne jusqu'aux arcanes des ministères de tutelle. L'enjeu est de taille, déménager sans dommage un patrimoine végétal unique au monde. Un partenariat public-privé, la création d'une fondation pourrait également être les clés d'un transfert rassurant pour toutes les parties. Le Louvre viticole mérite plus que de simples roseaux pour le protéger.